comme le supposaient déjà Attends. Jodorowsky, Jean Jetoff et Beltrán dans les technopères, l'informatique, en particulier du jeu vidéo, est devenue l'un des principaux marqueurs euh, social, mais aussi affectif, de notre contemporanéité. Cette conviction est d'ailleurs partagée et relayée par Aurélien Bélanger dans l'œuvre qu'il a consacrée aux théories de l'information en 2012. L'expérientiel des joueurs d'une part, la sédimentation des supports d'autre part, amène déjà à une forme d'archéologie affective, je le disais, et technique du gaming. C'est tout à fait le cas de la série américaine Ozark de Bill Dubuque, qui raconte l'histoire, tout à fait comparable à Breaking Bad d'ailleurs, d'un comptable jadis honnête du nom de Marty Bird et qui, pour des raisons très complexes, va devenir le banquier du crime organisé et de la mafia. Donc. Et il va tout au long des 3 saisons que dure pour l'instant la série, une 4e est à venir, chercher à se raccrocher au seul totem d'innocence qui lui demeure, qui lui reste. Et ce totem est une vieille, enfin une borne d'arcade vintage d'un jeu auquel il s'efforçait de jouer étant enfant, Beast Slayer, dont il rachète un exemplaire qu'il va installer dans son garage. Il avait archivé ce jeu, enfin, il avait archivé ce jeu d'arcade comme un objet nostalgique, et cet objet nostalgique servant de sentinelle dans le monde dévasté qui est désormais le sien. C'est tout à fait en accord avec les théories d'Olivier Caïra et de Laurent Bazin également, qui voit la potentialité romanesque du rétro-gaming entrant dans les dispositifs de consolation en anglant un être au monde où n'existait pas la dissonance ludo-diégétique qui désormais fracture le monde de Marty Byrne, donc le héros de Ozark. Et cette dissonance ludo-diégétique, nous allons la scruter en 3 moments. D'abord, nous allons y entendre la bande son d'une vie. Puis, nous y lirons aussi le message perverti des Beatles, non pas All you need is love, mais All you need is kill, pour enfin déboucher sur une sorte d'archéologie intime des visualités de Marty Byrne, encore une fois, essayant de se raccrocher à ce seul souvenir de candeur qui lui reste pour essayer d'effacer l'horreur perverse de sa vie actuelle. Donc, dans un premier temps, la bande son d'une vie, bien entendu, ce sont les cliquettements et les sons à la fois acidulés et un petit peu désuets que fournissait la bande d'arcade au temps où elle était installée dans un des temples du jeu, hein, où se rendaient les adolescents comme Marty. Donc, ce bon souvenir rappelle aussi à Marty Byrne que lui-même est dans un casino, un autre temple du jeu, mais qui n'a rien de ludique et qui n'a rien d'innocent, puisque dans ce casino qu'il tient dans les monts Ozark, dans le Missouri, on y blanchit essentiellement l'argent de la drogue et du crime. Donc, il est dans un nouveau type de jeu de rôle, mais la consigne, elle est claire, tu perds, tu meurs. Donc, ce jeu de rôle devenu sinistre occupe toute la saison 3 et en particulier les épisodes 4 où il est enlevé, 5, 6 et 7 où il revient pour autant dans le jeu, mais brisé. C'est un homme à l'âme brisée qui revient et il se comporte alors en PNJ
en personnage non joueur dans le cas d'une forme de die and retry, c'est-à-dire mort et remise en jeu. Il a été séquestré, en effet, dans une forme de cave, il a été battu, il a été menacé de mort et il s'est vu mourir. Donc il a bien été mis en retrait, hein, et redonné dans le jeu, remis en circulation, parce que tout simplement ça arrange les big boss du crime et de la drogue dont il est un séide, hein, dont il est un valet. Donc cette forme d'adaptation, si je puis dire, du die and retry fait aussi beaucoup penser au spawn, respawn de nombreux jeux. Désormais, le jeu, pas le jeu ludique, mais le jeu de mort, est devenu l'architecture même de l'existence de la famille Bird, puisqu'il a entraîné tous les siens dans le crime, et on peut dire qu'il en est devenu une forme sens, d'une certaine façon. Il n'y a plus d'échappatoire, il n'y a pas de game over autre que la mort, et des morts souvent ignominieuses et sadiques au sein des cartels de la drogue. Donc, on peut y voir une sorte, je le disais, d'inversion perverse du All You Need Is Love des Beatles en All You Need Is Kill. Tout ce dont tu as besoin, c'est de tuer, tuer pour ne pas être tué. L'arcade Beast Slayer, installée dans le garage de Marty, va lui servir à se réconcilier avec son jeune enfant, son fils Jonah, qu'il a entraîné dans le crime et qui est devenu un jeune faussaire et un jeune criminel de 12-13 ans. C'est à travers la réconciliation, avortée d'ailleurs, avec l'innocence de l'enfance, il essaie de l'initier à ce jeu d'arcade, que Marty essaye de se faire pardonner. Mais tout cela fonctionne comme ce qu'on pourrait appeler une périnarrativisation autour de son histoire actuelle. C'est-à-dire qu'au récit terrible, sordide de sa vie présente, qui est une vie d'assassin, de blanchisseur de drogue, hein, je l'ai dit, et en tout cas parfois de dénonciateur aussi, de délateur, donc une vie entièrement vouée au mal et au crime, eh bien, il oppose un récit que l'on pourrait appeler sédaté, c'est-à-dire qui viendrait comme un cosmétique se poser sur les horreurs actuelles en rappelant l'innocence de jadis, en rappelant Beast Slayer, qui n'est pas d'ailleurs qu'un très bon souvenir, hein, même si l'arcade clignote comme un arbre de Noël, puisque sa mère n'avait même pas les quelques nickels qu'il aurait fallu pour qu'il puisse jouer tranquillement. Elle l'arrache à la salle d'arcade en lui disant: mais nous sommes pauvres, nous n'avons pas de quoi manger, tu ne vas quand même pas mettre de l'argent dans ce jeu. Et donc, il en avait été arraché une première fois, il en sera arraché une deuxième fois, puisque son épouse Wendy, furieuse de voir cette complicité naissante entre le fils et le père, va arracher la prise à laquelle était reliée la borne d'arcade, interrompant une seconde fois ce qui était comme une forme de retour au paradis originel de l'innocence. Autour d'eux grouillent en effet les big bad, ou si je puis dire les big boss, bien sûr d'un jeu trop grand pour eux, d'un jeu de crime et de sang, et cela ne peut pas être d'aucune façon interrompu ou racheté ou rédimé par l'usage innocent d'une borne d'arcade venue du passé. Donc, il va s'efforcer de se réfugier dans l'archéologie intime de ces visualités, puisque nous savons très bien que l'univers vidéoludique, existant à peu près depuis Atari 1972, fournit de nombreux supports d'iconicité et fait peu à peu, et ces supports entrent peu à peu dans le mobilier mémoriel des contemporains, et en particulier, bien sûr, des créateurs de films
Ready Player One, hein, pour ne pas le citer, et de séries. Et je pense en particulier à la série qui s'appelle Dead Pixels et qui montre un groupe de geeks en train de jouer et peu à peu euh, de, de, de remplacer, enfin en tout cas de séquencer leur vie en fonction du jeu dans lequel ils s'immergent. Donc, cette appropriation des objets de la ludologie ne servira pourtant pas à Marty, puisqu'elle ne le réconcilie ni avec sa parentalité, son fils entre de plus en plus dans le crime, le, les faux papiers, enfin, et tout le reste, ni avec son propre couple, son épouse considérant ce geste comme une régression insupportable. Donc, elle, en arrachant la prise, elle s'oppose à l'opérativité cognitive, si l'on peut dire, du jeu innocent de Beast Slayer, et elle l'interrompt la rhétorique procédurale de la rédemption qui était en jeu à travers cette tentative, encore une fois avortée et malheureuse, d'un banquier du crime pour interrompre la chute que rien ne pourra arrêter dans l'abîme, de la culpabilité en tout cas. Donc lui se voulait un homo ludens, un homme joueur, mais tout lui rappelle qu'il est avant tout un malfaiteur, un assassin, un criminel et encore une fois un tenancier d'établissement de blanchiment de la drogue des cartels. Donc en conclusion, nous pouvons dire que il devient, sans le vouloir, enfin, il appartient en tout cas à ce qu'on appelle les player killers, hein, les joueurs fous, les joueurs tueurs. Et l'on pourrait donc résumer son parcours par shot him all, tuez-les tous, sinon vous serez tués. Donc, le tueur de bêtes, le Beast Slayer, eh bien, il est à la fois cette bête qu'il faut tuer parfois et ce tueur de bêtes qu'il accepte d'être, autrement dit, au service de la mafia. Tout se passe donc comme si l'anecdote cruciale du jeu d'arcade, du rétro gaming tenté, l'amenait à une autoréférentialité par métonymie. Le jeu d'arcade, dans son innocence passée et dans son caractère vintage, reflète l'aspiration impossible au fait de retrouver une innocence perdue au sein d'un monde contaminé, d'un monde vicié. Or, on peut penser enfin, au principe du hacking, hein, tel qu'on le trouve par exemple dans Watch Dogs ou un peu plus tôt dans Uplink. On rejoint alors le penseur français Maurice Blanchot, qui disait que le jeu de la fiction est souvent très proche d'un il. C'est tout l'inverse que souhaite Marty Byrne. Il souhaite que son il, indifférent aux yeux des pontes de la drogue, des hand-boss si vous voulez, redevienne un jeu plein et entier, c'est-à-dire en possession de son être, en possession de son libre arbitre. Et cela est devenu, nous l'avons bien compris, totalement impossible et improbable. Il devra renoncer au jeu d'arcade, comme il y avait renoncé enfant parce que sa mère n'avait pas l'argent pour fournir de quoi jouer, il y renonce ici parce qu'il est entraîné, engagé dans une autre voilure romanesque qui n'a plus rien à voir avec les jeux d'enfants et qui l'emmène de plus en plus vers une issue que l'on imagine terrible. Il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière dans ce type de grand jeu funèbre dans lequel il a accepté d'entrer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.